Bonjour et bienvenue dans ce décryptage consacré à notre bien-être quotidien. Aujourd'hui, on met notre casquette d'expert médical pour séparer les vrais faits cliniques de tous ces petits mythes qu'on entend partout sur la santé. Alors, on ne perd pas de temps, on plonge directement dans le vif du sujet. Le but, comprendre comment notre corps fonctionne vraiment avec la science à l'appui pour adopter des réflexes super sûrs et efficaces au quotidien. Au menu de notre consultation aujourd'hui, on va d'abord passer le sommeil sous la loupe, ensuite on parlera d'environnement et de santé respiratoire, on verra aussi comment bien gérer les petits maux du quotidien, on fera un point crucial sur la sécurité des remèdes dits naturels, et on terminera sur les signes d'alerte médicale à ne surtout pas ignorer. Allez, c'est parti avec notre première partie, le sommeil sous la loupe, ou la véritable fondation clinique de notre santé. Vous savez, toute notre récupération physique et mentale commence par une bonne nuit de sommeil, et l'impact d'une nuit un peu trop courte est assez hallucinant. Les données cliniques nous montrent que dormir moins de 6 heures provoque une chute spectaculaire de 25% de notre concentration. 25%. Et notre temps de réaction, il est carrément ralenti de moitié. Pour faire simple, médicalement parlant, c'est l'équivalent cognitif d'une légère intoxication à l'alcool. Ça explique vraiment pourquoi des tâches super simples nous paraissent soudainement être des montagnes après une mauvaise nuit, n'est-ce pas ? Bon, et si on dort 8 heures, mais qu'on se réveille quand même complètement épuisé? C'est là que les spécialistes sortent un outil incroyable, la polysomnographie. C'est un examen clinique hyper complet. En gros, ça va pister tous ces perturbateurs complètement silencieux, comme l'apnée du sommeil ou même des reflux gastriques nocturnes. Ces problèmes-là fragmentent notre repos sans même qu'on s'en rende compte. Au cours de ces études, on repère souvent un perturbateur neurologique bien spécifique, la maladie de Willis-Segbom. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est le fameux syndrome des jambes sans repos. L'origine clinique est en fait fascinante. Une simple carence en fer peut bloquer la production de dopamine dans le cerveau. Et ce déséquilibre crée des impatiences, des fourmillements, voire des sortes de petites décharges électriques dans les jambes, surtout quand on essaie de s'endormir. Alors, pour contrer tout ça, la toute première ordonnance, c'est une hygiène de sommeil irréprochable. Étape numéro 1, on garde la chambre bien fraîche, idéalement entre 16 et 19 degrés, pour aider le corps à abaisser sa température. Étape 2, on coupe absolument tous les écrans et la lumière bleue 1 à 2 heures avant de se coucher. C'est crucial pour laisser la mélatonine faire son travail. Et enfin, on essaie d'être super régulier sur les heures de lever et de coucher. Notre corps adore la régularité. On passe à notre deuxième partie, l'environnement et la santé respiratoire. Voyons comment atténuer ces menaces invisibles qui nous entourent au quotidien. Quand on sort du lit et qu'on regarde notre maison dans son ensemble, on réalise que nos intérieurs cachent parfois des polluants assez sévères. On y respire des composés organiques volatiles, vous savez comme le formaldéhyde qui se dégage de nos meubles neufs, ou encore des particules fines venant de nos appareils de cuisson. C'est exactement pour ça qu'ouvrir ses fenêtres 10 à 15 minutes par jour, ce n'est pas juste une question de ménage. C'est une authentique prescription médicale pour préserver nos poumons. Et en parlant de menaces respiratoires, le consensus médical fait une vraie différence entre fumer et vapoter. D'un côté, la combustion du tabac crée du goudron et des dizaines de milliers de substances toxiques redoutables. De l'autre, la cigarette électronique chauffe un liquide avec une résistance. Bon, il n'y a pas de combustion, c'est vrai, mais attention, ça envoie quand même de la nicotine, donc ça reste un outil thérapeutique pour le sevrage et pas du tout un nouveau passe-temps inoffensif. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé est super claire là-dessus. Les autorités sanitaires gardent une position très prudente. Elles disent oui, le vapotage réduit les risques pour quelqu'un qui fume déjà, mais elles alertent massivement contre sa banalisation. Pousser des jeunes ou des personnes enceintes vers la nicotine, c'est un risque clinique majeur qu'il faut absolument éviter. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre analyse. Gérer les maux quotidiens. On va parler de soins aigus, mais toujours basés sur des preuves solides. Quand un petit bobo ou une douleur aiguë nous tombe dessus, la médecine nous dit d'agir avec des méthodes physiologiques précises, pas de faire n'importe quoi au hasard. Prenez l'extraction des dents de sagesse par exemple. Le protocole est hyper carré. On applique du froid pendant 20 minutes pour casser l'inflammation. On prend ces antidouleurs à des heures fixes. Vraiment, n'attendez pas d'avoir mal pour les prendre. Et surtout, interdiction formelle de fumer ou de boire à la paille pour ne pas détruire le caillot de sang naturel. En clinique, la méthode l'emporte toujours sur l'intensité de la douleur. Autre grand classique, la méchante crampe au mollet en pleine nuit. Là, il faut agir mécaniquement. D'abord, on étire le muscle en ramenant doucement les orteils vers soi. Ensuite, on masse la jambe du bas vers le haut pour relancer la circulation sanguine. Et pour le long terme, un bon bain chaud avec des sels d'Epsom qui sont bourrés de magnésium, c'est juste fantastique pour détendre les tissus en profondeur et calmer l'inflammation. Alors, changeons un peu de registre, mais c'est un sujet tout aussi important, l'inconfort intime. Ces petits tracas, ils viennent presque toujours d'un déséquilibre de notre flore, notre fameux microbiome. Le truc, c'est qu'il faut absolument identifier la vraie cause clinique. Est-ce que c'est un champignon, comme le candida,
une bactérie, ou alors juste une réaction à un irritant chimique dans vos cosmétiques. Le traitement ne sera pas du tout le même. Du coup, la toute première règle en dermatologie, c'est d'éliminer tout ce qui agresse. On oublie les sous-vêtements synthétiques, on passe au 100% coton bien ample et on bannit totalement les savons parfumés. Si c'est déjà enflammé, des remèdes hyper doux comme les bains à l'avoine colloïdale peuvent faire des miracles. Ou alors, si votre médecin valide, bien sûr, des suppositoires à l'acide borique qui sont d'excellents antimicrobiens. Mais le mot d'ordre, c'est d'être très doux avec cette zone. Quatrième partie de notre décryptage, la sécurité des remèdes dits naturels. Et vous allez voir, naturel ne veut pas du tout dire sans risque. C'est vraiment une distinction vitale à faire en santé. Ce n'est pas parce que ça vient d'une plante que c'est inoffensif. Prenons l'aromathérapie. Les huiles essentielles, ce sont des véritables petites bombes chimiques ultra concentrées. Si on s'en sert mal, on s'expose à de sacrées réactions allergiques, que ce soit sur la peau ou dans nos poumons. C'est très sérieux. C'est pour ça que les protocoles de sécurité sont stricts. Contre-indication absolue pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes enceintes. Et de grâce, on ne les met jamais purs sur la peau. Il faut toujours les diluer entre 1 et 3% dans une huile végétale douce. Et surtout, gardons bien en tête qu'une substance naturelle ne doit en aucun cas remplacer un traitement médical prescrit par un professionnel. Dans le même esprit, il faut savoir faire le tri. D'un côté, on a des compléments avec des preuves cliniques béton, comme la vitamine D, qui est super efficace pour traiter certaines carences liées à des problèmes de vertige, par exemple. Mais de l'autre côté, on a des pratiques comme l'homéopathie. Eh bien, depuis 2021, la Sécurité sociale en France a tout simplement arrêté de la rembourser. Pourquoi ? Parce que les autorités sanitaires ont conclu, après une longue analyse, qu'il n'y avait aucune efficacité médicale prouvée. C'est factuel. Allez, on arrive à notre dernière partie, section 5, les signes d'alerte médicale, autrement dit, savoir exactement quand il faut impérativement arrêter de se soigner tout seul. Parce que oui, la clé du bien-être, c'est aussi de connaître ses limites. On franchit la ligne rouge quand un petit problème local commence à toucher tout notre corps. Par exemple, une bête piqûre d'insectes. D'accord, mais si elle s'accompagne de fièvre ou de gros frissons, ou si un petit inconfort intime se transforme en une douleur sévère, ou encore si vos troubles du sommeil cachent de vrais étouffements chroniques. Là, on arrête tout. Fini les remèdes de grand-mère, c'est une urgence médicale, on consulte immédiatement. J'aime beaucoup cette mise en garde du docteur Claire Denis. Elle explique que notre plus grand risque aujourd'hui, c'est tout simplement de ne plus savoir écouter les signaux de notre propre corps. Une soif que rien n'étanche, des vertiges soudains, ou même une forte irritabilité qui sort de nulle part. Ce sont des vraies alarmes physiologiques. Les ignorer, c'est souvent ce qui nous conduit tout droit vers la crise médicale. Ce qui nous amène à cette question fondamentale pour clore notre analyse. Notre corps est une machine incroyablement bien calibrée. Mais au quotidien, est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter et de comprendre ses vrais besoins cliniques ? Ou est-ce qu'on cherche juste, un peu par facilité, à faire taire ces alarmes en masquant les symptômes ? Gardez ça dans un coin de votre tête la prochaine fois que vous prendrez une décision pour votre santé. Prenez soin de vous.